Xavier Iacovelli, vous êtes sénateur RDPI, Renaissance des Hauts-de-Seine, vice-président du Sénat. On va revenir sur les sujets développés évidemment dans le journal et on commence par un mot sur ce qui s'est passé cette nuit, ces frappes israéliennes sur des sites en Iran. Ça vous inquiète ? Forcément, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand une grande puissance comme Israël touche une puissance qui se prépare à être une puissance nucléaire comme l'Iran, avec effectivement dans un monde instable comme on peut l'avoir avec d'un côté Poutine, de l'autre côté Trump. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour tout le monde occidental, c'est inquiétant pour la planète en général. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade Il y a un risque d'escalade, oui, tout à fait. Et donc moi, je me suis réveillé ce matin avec cette information comme tous les Français et on peut qu'être inquiet. Et donc je pense que les messages d'appel à la désescalade de la part de l'ONU vont dans le bon sens, mais le problème, c'est... Ils peuvent être entendus, parce que Benjamin Netanyahou dit qu'il poursuivra cette opération. C'est que je pense que malheureusement, ils ne seront pas entendus par le gouvernement israélien et encore moins par le gouvernement iranien. Et donc, je pense que malheureusement, on s'apprête à rentrer en guerre beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. On va regarder, comme tous les jours, la une de la presse régionale. Maintenant, on en a sélectionné 3. La une du Midi Libre, sécurisation des écoles, mission impossible après la mort d'une surveillante. Le Premier ministre qui veut expérimenter ce système utilisé dans les aéroports pour détecter les armes en métal. La deuxième une, celle de la Dépêche, retraite la piste de la capitalisation. Le conclave s'achève la semaine prochaine. L'introduction d'une dose de capitalisation individuelle est évoquée pour sauver le système. Et puis dernière une, celle du Courrier de l'Ouest, dans le secret des futures listes aux municipales. À 9 mois maintenant du scrutin, les états-majors des partis posent les bases avant de dévoiler leurs candidats à la rentrée, chacun avec sa stratégie. De quelle une avez-vous envie de parler ? Parlons des futures municipales. Vous êtes en charge, à Renaissance, des élus locaux. Comment vous préparez ces municipales ? Alors, il y a un travail qui est fait à la fois avec Renaissance, avec Territoire de Progrès, parce que vous savez que je suis président du parti qui est associé à Renaissance, qui s'appelle Territoire de Progrès. Et plutôt l'aile gauche. L'aile gauche, les sociodémocrates, en fait, les progressistes autour de Gabriel Attal, d'Emmanuel Macron. Et donc, nous travaillons en bonne intelligence, déjà avec nos candidats sortants, puisqu'on a un certain nombre d'élus sur les territoires. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir les accompagner s'ils ont fait du bon boulot, entre guillemets, pendant 6 ans. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner et de continuer à avoir cet ancrage territorial qui se développe petit à petit. Et puis ensuite, ne pas faire peut-être les mêmes erreurs qu'en 2020. C'est l'un des points faibles de Renaissance, l'ancrage territorial. Vous comptez sur ces municipales? Mais c'est un point faible parce qu'en fait, Renaissance est un jeune parti. Et donc, c'est normal que ça soit un point faible. Et c'est d'ailleurs pour ça que Gabriel Attal a souhaité vraiment acter un investissement vraiment fort dans ces élections municipales pour faire en sorte de s'appuyer sur des élus qui sont ancrés dans les territoires, des gens qui ont déjà fait leurs preuves, mais aussi de nouveaux talents, puisqu'en fait, il y a toute cette nouvelle génération aussi autour de Gabriel Attal qui s'implante dans les territoires, et donc ça va dans le bon sens. C'est un jeune parti qui a de l'avenir, mais c'est pour ça qu'il faut maintenant passer par la case municipale et pas la passer peut-être comme perte et profit, comme on peut faire sur certaines élections. Je pense que c'est important qu'on investisse dans ces élections territoriales. Et on va reparler politique, puisqu'on parlera du congrès du PS à la fin de cette interview. On revient sur l'actualité, on l'a vu dans le journal. Le Conseil des ministres hier, Emmanuel Macron, qui a donc dénoncé une désinhibition de la violence dans notre pays pour laquelle il va évidemment falloir apporter des solutions. C'est ce qu'il a dit. Mais quelles solutions ? Déjà, je pense qu'il y a la question de la prévention de tout ce qui est... En fait, la question des réseaux sociaux aussi, l'interdiction des réseaux sociaux en dessous de 15 ans. Je pense qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Aujourd'hui, on a besoin... Et moi, vous savez, je suis père d'un enfant qui est collégien et d'un autre qui est en primaire. Donc je connais la difficulté pour les parents d'encadrer parce qu'on est dans un monde où les gamins ont tous un portable, en tout cas les collégiens ont quasiment tous un portable, et s'ils ne l'ont pas, ils sont montrés un peu du doigt par les autres collégiens. Et donc il faut qu'on puisse aider les familles à avoir un cadre juridique, interdiction des réseaux sociaux. Donc ça passe par un contrôle de la carte d'identité pour pouvoir s'inscrire sur les réseaux sociaux. Moi je pense qu'il faut sortir de cet anonymat aussi qui est mortifère pour les réseaux sociaux, pas seulement d'ailleurs pour la jeunesse, mais aussi pour toutes les insultes, toutes les menaces qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça, c'est un premier point, la prévention, l'accompagnement effectivement de ces familles. Et puis il y a une question de santé mentale aussi pour les enfants. On va parler de la santé mentale dans quelques instants, puisque vous parlez
des téléphones, il y a une proposition de loi transpartisane qui a été annoncée hier, à la fois par Horizon, par le Parti socialiste, pour interdire la vente de smartphones aux mineurs de moins de 15 ans. Est-ce que ça, c'est un texte que vous pourriez voter ? Honnêtement, oui. Je pense que tout ce qui peut aider les familles à accompagner dans la parentalité, et c'est-à-dire que quand il y a des règles communes, c'est-à-dire que tous les moins de 15 ans n'auront pas de portable, et ça clôt le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de comparaison entre tel ou tel enfant qui a pu avoir un smartphone ou pas. Là, si on dit tous les collégiens et tous les moins de 15 ans ne pourront pas avoir de portable et de smartphone, le problème il est réglé. Parmi les autres mesures, on l'a entendu, François Bayrou qui veut multiplier les contrôles et qui a annoncé notamment qu'il voulait interdire la vente d'armes blanches aux mineurs. Quelle est l'utilité quand on voit que, typiquement dans le cas de Nogent, en Haute-Marne, il a pris un couteau de cuisine ? Oui, je comprends bien la volonté du Premier ministre d'apporter une réponse immédiate à un drame qui a bouleversé la France et qui nous bouleverse tous. Après, effectivement, il y a une question d'apporter, en tout cas les pouvoirs publics doivent apporter des solutions concrètes et réalisables. Malheureusement, on peut avoir accès à n'importe quel couteau, un couteau de cuisine. Donc multiplier les contrôles à l'entrée des établissements, je pense que c'est bon augure, ça va dans le bon sens, mais on voit que, par exemple, à Nogent, c'était lors d'un contrôle par les gendarmes. Donc ça veut dire que c'était même avant le franchissement de ce contrôle que ce jeune a frappé. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un accompagnement de ces jeunes. Moi, je travaille actuellement sur une proposition de loi depuis plusieurs semaines maintenant sur l'obligation d'avoir un psychologue ou un pédopsychiatre dans chaque établissement avec un accompagnement, un suivi dès le début de la rentrée. Parce que je pense donc dans chaque établissement scolaire, je pense du premier, du second degré. Il faut qu'on ait un vrai plan d'investissement dans la santé mentale des jeunes, parce qu'on voit que la multiplication des réseaux sociaux, l'inquiétude aussi internationale, les modes de famille qui ont aussi évolué, tout ça, ça crée de l'anxiété pour les jeunes. La Covid a créé aussi à la fois un isolement qui ne s'est pas complètement arrêté en fait depuis la Covid. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a une augmentation de la détresse des jeunes, des envies suicidaires des jeunes, et puis aussi un problème de moyens aussi peut-être. Il y a environ 800 médecins, 7500 infirmières scolaires pour 12 millions d'élèves. C'est exactement ça. Donc, on est loin du compte. Je pense que s'il y a des dépenses à augmenter, alors qu'on cherche des économies, mais s'il y a des dépenses à augmenter, je pense que c'est dans la jeunesse, dans l'éducation et dans la santé mentale des jeunes, parce qu'encore une fois, c'est l'avenir de notre pays et on n'a plus envie de voir ce genre de drame se reproduire. Autre sujet dans l'actualité, c'est la réforme des retraites. Hier, le Conseil d'orientation des retraites a publié son rapport. Il alerte sur un creusement des déficits. Le conclave entre partenaires sociaux s'achève la semaine prochaine. Malgré le refus du patronat de toucher aux 64 ans, François Bayrou, il croit encore à une issue positive. Moi, j'étais, je suis et je demeure confiant parce que pour moi, les organisations syndicales et les représentants d'entreprises, je crois qu'il existe un chemin pour qu'ils se mettent d'accord. Alors, ça ne s'est jamais fait. Il n'y avait aucune chance, souvenez-vous, où nous en étions il y a 6 mois, d'affrontement général et dans la rue. Il n'y avait aucune chance au départ, mais moi je suis confiant dans leur responsabilité, dans leur capacité de responsabilité. Je crois, peut-être je vais me tromper. Si je me trompe, vous saurez me le dire. Mais je crois qu'il existe un chemin. Vous aussi, vous croyez encore qu'il existe un chemin ? Je pense qu'il est nécessaire, le chemin. Si on veut maintenir notre système social, si on veut maintenir ce système de retraite par répartition, avec peut-être des évolutions sur le modèle par répartition, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un chemin. Et là, quand vous voyez que le MEDEF dit non, on ne touche pas aux 64 ans, que les syndicats disent si on ne touche pas aux 64 ans, ce conclave, il ne sert pas à grand-chose. Oui, mais je pense, encore une fois, ça passe par le dialogue social. Les partenaires sociaux doivent prendre leurs responsabilités aussi. Le Premier ministre a fait un choix de passer par les syndicats et les partenaires sociaux. Donc, c'est ce qu'il demande depuis des années. Donc maintenant, il faut qu'il soit en responsabilité et qu'il fasse des propositions. Si les partenaires sociaux ne peuvent pas faire des propositions, et dans ces cas-là, on repassera par des décisions du Parlement. Et dans tous les cas, il faudra quand même qu'on aille vers une évolution. On voit le rapport du corps, je ne sais pas si voilà, tout le monde l'a entendu, le rapport du corps qui dit qu'il faudra passer à 65 ans. Je ne suis pas forcément favorable à ça. Peut-être qu'il y a un autre système. Peut-être qu'il faut voir aussi comment est-ce que notre modèle social est financé aujourd'hui. Il ne repose uniquement que sur les travailleurs et pas sur l'ensemble de la population. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir
peut-être un autre mode de financement de notre modèle social. Votre collègue député des Hauts-de-Seine, Pierre Cazeneuve, il dépose une proposition de loi pour décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans en 2042. Ça veut dire que vous ne le soutenez pas là-dessus ? J'ai pas dit que je ne soutenais pas. Vous dites que vous n'êtes pas favorable aux 65 ans ? Non, j'ai dit que c'était une évolution qui, faute de mieux, est la seule solution. Donc ça veut dire que vous pourriez soutenir ce texte ? Je pourrais soutenir ce texte. Je pense juste qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des discussions sur le mode de financement. Je ne suis pas sûr que l'allongement indéfini de l'âge de la retraite soit la seule solution. C'est une solution. D'ailleurs, moi, j'ai soutenu la retraite à 64 ans parce que c'était la seule solution qui était possible. Mais je pense qu'il faut qu'on voit maintenant le mode de financement de notre modèle social et des retraites. Hier, le Sénat a rejeté la taxe Zuckman. Vous vous y êtes opposé. Pourquoi ? Est-ce que cette taxe, elle n'envoie pas un signal de justice fiscale ? Oui, mais on ne légifère pas sur la symbolique. Bien sûr que la facilité voudrait dire que, vu le nombre de mails et d'appels qu'on a reçus pour soutenir cette taxe, effectivement, la facilité voudrait qu'on vote ce texte. Mais on le voit, lorsque le président Hollande avait instauré la taxe à 75%, ça nous avait fait perdre entre 3 500 et 4 000 aux contribuables, des contribuables qui payaient une grosse part d'impôts et qui s'étaient exilés, et pas exilés à l'autre bout du monde. Il suffisait d'aller en Espagne, au Portugal, en Italie, et on avait une fiscalité plus intéressante. Donc, si faire une taxe supplémentaire fait, in fine, perdre des recettes à l'État, elle n'est pas efficace. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, et moi c'est ce que je pousse, et le président de la République est en train de le faire à l'échelle mondiale, il faut qu'on ait un impôt minimal à l'échelle mondiale pour éviter l'exil fiscal. C'est ça l'enjeu, c'est une réponse internationale et non pas une réponse nationale. Par contre, la réponse nationale, et là c'est important, la réponse nationale, il faut effectivement faire en sorte de lutter contre les dérives, l'optimisation fiscale qui aujourd'hui rend injuste l'impôt, où les plus fortunés payent moins proportionnellement que Mais la majorité des Français. Est-ce qu'en n'acceptant pas cette taxe Zuckman, vous ne prenez pas le risque d'une censure du PS ? C'est un peu ce qu'a laissé entendre hier le député Philippe Brun. Mais le PS prendra ses responsabilités s'ils estiment que... C'est pas grave si vous êtes censuré là-dessus. Moi, je ne légifère pas sous la pression, d'un côté comme l'autre. Moi, je légifère, je n'ai pas de mandat impératif. Moi, ce que je dois, en tant que parlementaire, je dois légiférer pour l'intérêt général. Et l'intérêt général aujourd'hui, ce n'était pas de faire partir ceux qui contribuent le plus dans notre pays, c'était de faire en sorte de trouver un modus operandi qui permette d'avoir des recettes supplémentaires, de trouver 40 milliards d'économies dans notre pays et faire en sorte que notre modèle social soit financé demain. Moi, c'est mon objectif. Et si demain, ça passe par une contribution exceptionnelle ou supplémentaire pour les grandes fortunes, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Je dis juste que le système proposé par les écologistes hier dans l'hémicycle n'était pas le bon parce que ça risquait de faire partir justement ces contribuables. On continue à parler de ce qui s'est passé hier au Sénat. Le Sénat qui a entamé son travail sur la fin de vie. Les textes ont été votés il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Ils arriveront en séance à l'automne au Sénat. Mais d'abord, les sénateurs procèdent à une série d'auditions. Ils ont commencé hier avec Jean Leonetti, auteur d'une loi sur la fin de vie. On va voir ce qui s'est passé hier dans cette audition avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Oriane, bonjour Xavier Iacovelli. Et Quentin, le Sénat a donc commencé hier ses auditions avant l'examen des textes sur la fin de vie à l'automne prochain. Voilà, après les députés qui ont adopté les 2 textes sur la fin de vie le 27 mai dernier, place au Sénat. Et effectivement, la première étape, recevoir au Sénat des personnalités, des experts. Jean Leonetti est ancien député LR. Il est à l'origine de la première grande loi sur la fin de vie en 2005. La première loi Leonetti qui interdisait l'acharnement thérapeutique, créait la notion de directive anticipée, légalisait la sédation pour soulager la souffrance en phase terminale. Le texte qui avait été alors adopté à l'unanimité. Jean Leonetti qui a retravaillé sur ce sujet en 2016 avec la loi Claes-Leonetti, du nom du deuxième député qui s'est joint à lui, le député PS Alain Claes. Cette nouvelle loi instaure alors la sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès pour des patients atteints d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Quel regard porte-t-il donc sur les 2 nouveaux textes en cours d'examen ? Eh bien, Jean Leonetti est très critique. Pas sur le volet du développement des soins palliatifs, on l'a déjà dit dans cette émission, ce volet fait plutôt consensus, mais donc sur l'aide active à mourir. Écoutez hier en audition Jean Leonetti. Si j'étais parlementaire, je ne voterais pas cette loi. Je ne la voterai pas parce que je ne connais pas de garde-fou
dans les autres expériences européennes ou atlantiques, qui n'est pas sauté et volé en éclats au fur et à mesure. Alors, on rappelle ce que contient la proposition de loi et son volet sur l'aide à mourir. En l'état, le texte prévoit que l'aide à mourir puisse bénéficier uniquement aux personnes remplissant 5 conditions simultanément. Elles sont au cœur du débat. On va les revoir, ces 5 conditions adoptées par les députés le 27 mai dernier. Avoir au moins 18 ans, être de nationalité française résidant en France, être capable de manifester sa volonté de façon libre et éclairée, avoir déclaré une maladie grave et incurable engageant son pronostic vital en phase avancée ou terminale et enfin, présenter une souffrance physique ou psychologique, réfractaire ou insupportable. Le texte contient également un délai de réflexion. L'auto-administration de la substance légale, c'est la règle. Si le patient n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, c'est alors un médecin, un infirmier qui administre la substance. Tout médecin ou infirmier peut faire valoir une clause de conscience lui permettant de refuser de pratiquer l'aide à mourir. Enfin, le texte qui prévoit un délit d'entrave à l'accès à l'aide à mourir, similaire à celui mis en place pour les interruptions volontaires de grossesse, qui est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. C'est sur ce volet du délit d'entrave que aussi Jean Leonetti a été très critique. Écoutez un deuxième extrait. Dans ce texte, il y a le délit d'entrave. Comment moi, qui essaierais de t'empêcher de te tuer et de demander la mort, je pourrais être accusé d'entraver ta liberté? Non, je fais mon travail d'homme quand je dis ta vie vaut la peine d'être vécue. Ouais, on sent l'émotion à chaque fois qu'on parle de ces sujets. Le Sénat qui commence donc l'examen de ce texte. Xavier Covelli, question toute simple. Est-ce que vous avez une idée déjà arrêtée sur ce thème? Alors moi, je suis un militant de ce droit, de cette liberté depuis de nombreuses années. Dans mon parti politique aussi, j'ai été confronté à ce choix où, je vous le dis, de façon très intime, une personne qui était très proche de moi m'a demandé d'être la personne qui, si ça devait arriver, prendrait cette décision. Et j'ai la chance de ne pas avoir pris cette décision et je ne vous cache pas que ça m'a soulagé parce que je pense que c'est tellement intime, c'est tellement douloureux de devoir prendre cette décision que voilà, je remercie que ça n'ait pas eu lieu. Mais donc, moi, je suis à la fois favorable à ce droit et encore une fois, ce n'est pas une incitation à mourir, c'est permettre à ceux qui n'ont plus le choix de faire ce choix. Donc vous êtes plutôt enclin à voter l'été? Donc je suis plutôt enclin. Après, moi, je ne jette pas l'opprobre sur les uns et les autres. En fait, je veux dire, c'est une question tellement intime qui dépasse d'abord les clivages politiques. Bien sûr, il n'y aura pas de consigne de vote dans les groupes. C'est une question vraiment, ça touche à la morale, ça touche à la religion, ça touche à l'éthique. Et encore une fois, c'est un droit qu'on donne à ceux qui sont en bout de course et qui devront faire ce choix en toute conscience. Et je pense que c'est bien d'avoir un cadre juridique pour éviter justement tout ce qui, aujourd'hui, et il faut sortir de l'hypocrisie, ça existe aujourd'hui dans notre pays. Ça existe, sauf que ne c'est pas encadré par la loi. Et justement, le fait de l'encadrer par la loi permettrait de donner une chance à tous. Alors, allons un peu dans le fond. Est-ce que vous êtes d'accord avec les critères décidés par les députés? Est-ce qu'il va falloir les revoir? Quand on les donnait, les 5 critères, est-ce qu'ils vous conviendraient en l'état? Les 5 critères me conviennent en l'état. Je pense qu'être de nationalité française, honnêtement, peut-être ça peut évoluer. D'accord. Honnêtement, je pense que c'est un des critères qui peut évoluer. Sur le reste, moi, ça me va bien, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez? Pardon. Juste, il y a eu débat autour de la question du délit d'entrave. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir ici? On a entendu Jean Leonetti. J'ai entendu qu'effectivement, au Sénat, ça serait un vrai sujet. Alors, le délit d'entrave, à partir du moment où il y a un cadre juridique, à partir du moment où la loi dit on a un droit, le fait d'essayer de convaincre que la famille, que les entourages disent « mais essaye de continuer », voilà, ça, c'est pas de l'entrave. C'est normal, on peut inciter comme ça. Donc il va falloir peut-être préciser la loi. Mais interdire et bloquer et empêcher, ça c'est autre chose. C'est un peu comme l'IVG. Effectivement, le délit d'entrave, aujourd'hui, il est condamné dans notre pays sur l'IVG. Je pense qu'il a son sens aussi dans la question de l'aide à mourir dans la dignité. J'ai une dernière question. Le Sénat qui a élu cette semaine ses 4 co-rapporteurs, le LR Alain Milon, Catherine Bonfanti-Dossat qui est également LR. Pour le volet aide à mourir, la sénatrice LR Florence Lassarade et la centriste Jocelyne Guidez pour le volet soins palliatifs. Qu'est-ce que le choix de ces 4 sénateurs dit de ce que pourrait être la position de la Commission et le Sénat?
Vous savez, les rapports... Ça dit quelque chose. Oui, ça dit quelque chose. Déjà, c'est très majorité sénatoriale, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas trop à l'ensemble des sensibilités. Alain Milon était plutôt favorable. Alain Milon est très ouvert sur ces questions-là. Tout à fait. Et honnêtement, moi, ça plutôt hostile. Voilà. Honnêtement, je ne remets pas en cause les rapporteurs. Les rapporteurs devront auditionner, ils feront leur rapport, et ensuite les parlementaires feront leur choix, pas par rapport au rapport de la commission, mais par rapport à leur audition. Le Sénat pourrait adopter un texte à l'automne, en tout cas. Je le souhaite que ce texte puisse être adopté. De toute façon, vous savez, on est sur le temps long, malheureusement. On aura 2 lectures par chambre. On ne sera pas en procédure accélérée, et donc on aura le temps d'avoir le débat et de faire évoluer la loi. Merci Quentin, on se retrouve dans une demi-heure. Oui, on va parler retraite dans le club. Ce sera à suivre. On termine par l'actualité dans nos régions. Maintenant, Xavier Iacovelli, on va à Nancy. On retrouve Mickaël Demeaux. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous, directeur départemental des éditions de Meurthe-et-Moselle à l'Est républicain. Et Nancy qui accueille à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours le congrès du Parti socialiste avec Olivier Faure, récemment reconduit à la tête du parti. C'est ça, bonjour à tout le monde. Monsieur Iacovelli, je voulais savoir auprès de vous, il y a quelques jours, Gabriel Attal a félicité Olivier Faure pour sa réélection. Alors que signifie cette petite politesse républicaine? Est-ce que ça veut dire qu'on tâte le terrain pour 2027, ou alors est-ce que ça veut dire qu'on veut encore plus diviser la gauche avec un PS qui est, comme on l'écrit ce matin, un peu rabougri? Moi, je pense honnêtement, alors je ne suis pas dans la tête de Gabriel Attal, et Gabriel Attal, en tant que chef de parti, c'est normal qu'il puisse féliciter l'élection d'un autre chef de parti. Le Parti socialiste est un parti républicain, et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un salut républicain, ce qui n'empêche pas qu'on ait des désaccords profonds entre nos 2 familles politiques. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout que grâce à l'élection d'Olivier Faure, le Parti socialiste peut continuer à jouer un rôle de figurant dans une pièce qui est un peu écrite quand même par Mélenchon et la LFI. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une évolution de la position du Parti socialiste vis-à-vis d'un rassemblement derrière Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Et c'est bien dommage parce que ce grand parti politique que j'ai connu n'est plus un parti de gouvernement. Et je ne remets pas en cause tous ces milliers de militants qui effectivement, sincèrement, s'investissent dans ce parti. Mais je pense que tous ceux maintenant qui aspirent à avoir une gauche de gouvernement, une gauche qui puisse, une vraie gauche progressiste européenne qui prône la laïcité, qui a des fondamentaux clairs sur la laïcité, sur la République, sur le régalien, je pense qu'elle est partie du Parti socialiste depuis quelques temps maintenant, et elle va continuer encore avec la réélection d'Olivier Faure, qui ne montre d'ailleurs qu'une fracture du Parti socialiste, parce que quand on est premier secrétaire sortant et que sur son orientation politique, on ne fait que 42% et à peine 50% sur sa personne, on voit bien que le Parti socialiste est encore profondément divisé, et je pense que ce n'est pas de bon augure pour la suite des événements pour eux. Mickaël ? Donc vous plutôt, vous êtes en train de diviser encore la gauche. Je vois bien que vous les repoussez encore à gauche, parce que vous n'étiez pas au congrès des jeunes du PS à Nancy il y a 15 jours. Ah non, je vous confirme que j'étais pas au congrès des jeunes, parce que je suis plus socialiste. Je ne vous ai pas vu, voilà, effectivement. Oui. Mais ils étaient pas aussi à gauche que vous le dites ce matin, et ils penchaient plutôt vers un retour au parti de gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'ancien socialiste, de ce congrès-là, qui, en plus d'un parti qui fête ses 120 ans à Nancy? Mais honnêtement, moi, je ne repousse pas les socialistes, et j'ai été toujours celui qui, sur tous les plateaux télé, a toujours ouvert les mains et ouvert les bras pour que les sociodémocrates rejoignent le centre. Moi, je pense que l'avenir aujourd'hui du Parti socialiste, l'avenir des progressistes, ceux qui croient au progrès, à l'Europe, à la laïcité, c'est de faire en sorte de travailler avec le centre. C'est ce qui a fait que moi je suis parti en 2019. Ils ne sont pas sur la ligne d'Olivier Faure, bien sûr. À vous rejoindre, à nous rejoindre, à rejoindre Territoire de Progrès, à rejoindre les progressistes autour de Gabriel Attal. Vous discutez avec eux, avec Carole Delga, Nicolas Meyer-Rossignol, Bernard Cazeneuve? On discute avec tout le monde, avec François Rebsamen qui est au gouvernement, avec. Lui, vous êtes déjà un peu rejoint. Oui, mais par exemple, il est plus proche aussi de Cazeneuve. Il n'est pas avec Lussmann, bien sûr. On parle. Enfin, je veux dire, on n'est pas des ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des adversaires politiques. Renaissance et Raphaël Glucksmann, par exemple? Mais moi, je vous dis, à titre personnel, je ne parle pas au nom de Renaissance. Je ne suis pas porte-parole de Renaissance. Je parle en mon nom personnel.
au nom de Territoire de Progrès, nous avons des discussions. Mais aujourd'hui, moi je leur dis, mes amis, venez avec nous parce que c'est avec le centre qu'on peut construire quelque chose de concret pour les Français. Et ce n'est pas derrière Jean-Luc Mélenchon et pour sauver quelques circonscriptions. Merci beaucoup Mickaël Demeaux. Merci d'avoir été avec nous. La une de l'Est républicain, c'est du foot. 4 matchs à huis clos pour l'AS Nancy-Lorraine. Merci beaucoup d'avoir été là, Mickaël. Et merci Xavier Iacovelli d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans le Club des Territoires, on reviendra sur le rejet hier au Sénat de la taxe Zuckman. Mais d'abord, on va parler de ce qui se passe en Ukraine avec notre invitée, Anna Colin-Lebedev, nous rejoint.